Bonjour chers collègues, aujourd'hui je vais t'emmener un petit peu plus loin que les astuces et les outils pour animer ton cours de langue étrangère. Sortir la tête du guidon pour réfléchir au sens de tes pratiques, ça te tente? Alors tu es sur la bonne chaîne YouTube. Nous allons donc revenir aux sources, aux bases, en nous posant la question fondamentale. La question qui tue. Un ou une prof de langue sert-il à quelque chose? D'un côté, on est à peu près toutes et tous d'accord pour dire que la maîtrise des langues étrangères est un gros atout sur un CV. Et si c'est le cas, c'est que parler une langue étrangère est une compétence recherchée encore aujourd'hui. Il faut croire que, contrairement à ce que voudraient nous faire avaler les publicités pour applications de traduction vocale, cela va durer. Même ChatGPT n'y peut rien. Parce que oui, dans les publicités pour ces applications de traduction vocale, on voit des gens voyager aux quatre coins du monde et communiquer sur place sans problème grâce à leur téléphone portable qui traduit tout pour eux. Mais j'avoue que je l'ai rarement vu faire dans la vraie vie. Cela peut peut-être suffire en tant que touriste et encore. Mais si vous souhaitez passer quelques mois sur place ou travailler en collaboration avec une entreprise étrangère, parler la langue, c'est quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, si l'apprentissage de 2 langues étrangères est obligatoire au collège, il doit bien y avoir une raison. Leur importance semble donc indéniable, quels que soient les progrès technologiques. Et pourtant, tu as certainement déjà entendu dire que pour vraiment apprendre à parler une langue étrangère, il fallait aller dans le pays. Mais alors, à quoi servent les cours de langue de l'école ou même de l'université ? Si on n'apprend bien que sur place, que fait-on précisément en cours? C'est assez paradoxal en fait. D'un côté, les cours de langue étrangère de l'école sont considérés comme insuffisants pour vraiment apprendre une langue, mais d'un autre, les cours de langue en général sont recherchés. Les écoles privées de langue et les universités populaires en Allemagne en savent quelque chose. Il existe même des applications d'apprentissage pour les langues qui connaissent un vrai succès. J'en parle notamment dans ma vidéo sur Duolingo. Alors que se passe-t-il? D'où vient que l'on critique avec autant de véhémence quelque chose dont on semble ne pas pouvoir se passer? Après tout, les cours de langue seraient-ils donc utiles? Tout le monde n'en est pas convaincu. Le linguiste américain Stephen Krashen défend l'idée qu'une langue ne s'apprend pas, mais s'acquiert. Pour lui, les cours de langue ne peuvent servir qu'aux débutants et débutantes, et ce, dans le but de leur proposer des messages compréhensibles à leur niveau. C'est ce qu'il appelle le Comprehensible Input, le concept sur lequel repose sa théorie de l'acquisition. Seulement aujourd'hui, avec les nombreux podcasts et les vidéos à destination des débutants et débutantes de nombreuses langues, il n'est plus utile d'aller en cours pour recevoir ce fameux Comprehensible Input, même lorsqu'on est débutant ou débutante. Selon Stephen Krashen, donc, une langue ne s'apprend pas, ou très peu, elle s'acquiert, comme on acquiert sa langue maternelle. Or, personne n'a besoin de cours pour acquérir sa langue maternelle. Ou bien si? Bon, là déjà, surtout si tu es de langue maternelle française, tu souris sans doute un peu. Combien de cours de grammaire et de dictée as-tu dû subir à l'école pour savoir que, si, on apprend bien sa langue maternelle? D'ailleurs, je crois que tous les pays proposent à l'école des cours de langue maternelle. Le seul truc, c'est que tous n'insistent pas autant sur la grammaire que les cours de français. En fait, c'est dû à la spécificité de cette langue qui ne s'écrit pas comme elle se prononce et dont il faut maîtriser l'orthographe et pas mal de règles de grammaire pour pouvoir l'écrire correctement. Mais revenons au tout début de l'apprentissage. Enfin, de l'acquisition selon Krashen. Celui-ci souligne que les parents proposent un langage simplifié à leurs enfants, en commençant d'ailleurs par des mélodies gazouillantes. « Il est pas beau le petit bébé à sa maman ?» Cela leur permettrait de progresser petit à petit. Et d'ailleurs, toujours selon lui, les erreurs linguistiques ne seraient que peu ou pas corrigées. Les parents se concentreraient sur le contenu du message. S'il est juste, il serait accepté tel quel que soit son niveau de correction linguistique. La langue ne serait traitée qu'en outil dont le but est de se faire comprendre. C'est pourquoi c'est le contenu du message qui compte, il est pris au sérieux et il est corrigé quand il est faux. Bon, ici, si tu es de langue maternelle française, et en particulier français ou française, tu souris sans doute un peu dans ta barbe. Et oui, en France, même les pères se corrigent entre eux. Et je te parle bien de correction linguistique, mais j'y reviendrai. Il se trouve que j'ai un fils de 3 ans, j'ai donc l'occasion parfaite pour réfléchir à ce que je fais concrètement, à la manière dont je lui transmets le français et à ce que je choisis de corriger. Pour l'instant, à son niveau, la priorité c'est encore le vocabulaire. Et j'explique d'ailleurs pourquoi le vocabulaire est une priorité dans cette vidéo. Là.
Lorsque nous voyons un mot encore relativement nouveau, en général, il essaie de le répéter. Je vais alors moi-même le répéter à nouveau de manière correcte. Nous allons ainsi nous répondre plusieurs fois, mais au bout d'un moment, je vois bien qu'il a atteint le meilleur résultat dont il est capable. Cela ne sert plus à rien d'insister. On s'arrête là et il continue à prononcer le mot de manière légèrement fausse, mais reconnaissable. D'ailleurs, il y a des familles dans lesquelles le mot déformé par l'enfant vient remplacer le nom de l'objet ou devient le surnom d'un frère ou d'une sœur. S'il n'est pas adopté par toute la famille, alors celle-ci sait bien ce que désigne le mot en réalité. Il y a donc bien une forme de correction, mais celle-ci s'effectue par phase. Certains jours, j'accepte le mot tel quel, et d'autres, je répète encore une fois la prononciation correcte pour voir si un nouvel effort va être fourni. Ici, je parle seulement du vocabulaire. La correction de la grammaire intervient dans un deuxième temps, et je n'en suis pas encore vraiment là avec mon fils, qui grandit bilingue et dont l'acquisition des deux langues se fait donc plus lentement. Cependant, on peut souligner le fait qu'en France, la correction linguistique est un marqueur social très fort. Les parents des classes sociales supérieures vont donc reprendre davantage leurs enfants afin de leur transmettre cette correction linguistique. Et là, il est très clair que Krashen se trompe, les parents corrigent bien leurs enfants, et il y a donc une forme d'apprentissage de la langue. Cette correction semble en effet porter ses fruits, à en juger par la reproduction sociale. Et pour la petite anecdote, je me souviens encore aujourd'hui d'un de mes babysitting où j'avais gardé une petite fille de 2 ans. Et elle me reprenait systématiquement, sans se lasser, après toutes mes phrases. Non pas ouais, oui. Elle était trop mignonne. Il m'a fallu quelques temps pour me rendre compte que je ponctuais mes propositions de jeu d'un « ouais » final, un peu dans le sens d'un « d'accord ?» Et ce n'était même pas vraiment conscient, mais la petite fille, elle entendait bien le « ouais » à bannir, et elle me répétait inlassablement la version correcte. Non pas « ouais », oui. Et c'était une prof très patiente. Et donc ce qui ressort de cela, c'est qu'on avait inculqué à cette petite fille de 2 ans, plus jeune encore que mon fils aujourd'hui, que le « ouais » n'était pas acceptable et qu'il fallait lui préférer un « oui » prononcé correctement. Le deuxième point, c'est que c'était elle, à 2 ans, qui me corrigeait. Et cela illustre un phénomène assez français. Car les Français et Françaises n'hésitent pas à se corriger, à se reprendre mutuellement, quel que soit leur âge. Ce n'est pas toujours le ou la professeure, mais ce sont parfois également les camarades de classe qui reprennent les autres écoliers et écolières. Cela peut d'ailleurs être assez déstabilisant pour un étranger qui n'y est pas habitué. C'est vrai que les Allemands ou les Américains ne reprennent pas systématiquement leurs interlocuteurs ou interlocutrices qui font des fautes. Quand on est étranger en France, on ne se rend pas toujours compte que le fait d'être corrigé n'est pas lié au fait d'être étranger. Paradoxalement, ce serait presque un signe d'intégration. On attend de vous la même maîtrise de la langue que les natifs. Du coup, on ne peut pas vraiment dire qu'il n'y ait pas de correction linguistique sur la forme, ni qu'on se concentre uniquement sur le fond. Au contraire même, en France, la forme est très importante. Se concentrer sur le contenu du message et ne pas relever les erreurs linguistiques, cela me paraît être une attitude très américaine. Et étonnamment, Krashen est américain. Donc si je résume, on peut dire que la correction joue bien un rôle dans l'apprentissage d'une langue, et du coup, cela me paraît compliqué de distinguer l'acquisition de la langue maternelle de l'apprentissage des langues étrangères. D'ailleurs, sur ce point, Krashen est d'accord. Le seul problème, c'est que lui pense que nous acquérons toutes les langues, alors qu'il me semble qu'en fait, nous les apprenons toutes. Et le fait que la correction des erreurs joue un rôle si important est un point clé en faveur de la théorie de l'apprentissage versus celle de l'acquisition. Alors pourquoi la question de savoir si on acquiert une langue ou si on l'apprend est-elle si importante? Eh bien tout simplement parce que si on l'acquiert, les cours de langue ne servent sans doute pas à grand chose, sinon à proposer ce fameux message compréhensible aux débutants et débutantes. Or, nous l'avons vu, à notre époque, nous n'avons plus besoin de profs pour cela. La question se pose donc de savoir si le ou la prof de langue est devenu inutile. À son époque, Krashen considère le ou la prof encore indispensable pour les débutants et débutantes uniquement parce qu'il ou elle fournit des messages compréhensibles, comme les parents adaptent leur niveau de langue à leur bébé. Il serait sans doute bien surpris d'apprendre qu'on recommande de plus en plus aux parents de parler normalement à leur bébé, justement. Krashen pense également qu'il faut que les messages nous soient adressés pour que l'acquisition du langage ait lieu. Et il appuie cette constatation sur sa théorie du message compréhensible +1. Pour progresser, il faut que le niveau de langue soit légèrement au-dessus de ce que nous maîtrisons, et c'est ce qui se passe quand un apprenant ou une apprenante parle avec un natif ou une native. La personne native ou enseignant va s'adapter au niveau de son interlocuteur ou de son interlocutrice. Cela ne serait pas le cas si nous étions dans une conversation entre natifs qui ne nous est pas adressée, ou une émission de radio par exemple. Bref, sa théorie, c'est que le bon niveau de langue n'est observé que quand on s'adresse directement à nous, et c'est pourquoi nous n'acquérons pas automatiquement les langues présentes dans notre environnement.
Il parle à ce propos du phénomène de la langue secrète des parents qui n'est pas apprise par les enfants. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui m'a toujours fascinée. Mes propres grands-parents utilisaient le catalan comme langue secrète pour communiquer entre eux devant les enfants sans que ceux-ci comprennent. Et moi j'ai toujours eu l'impression que dans une telle situation, je n'aurais eu de cesse que d'apprendre cette langue pour comprendre les messages échangés. Or, aucun de mes oncles et tantes, ni même mon père, ne parle catalan. Mais bon, il est vrai que dans ce cas, ce sont sans doute des sujets dont les enfants ne sont pas informés et que cela fait deux choses à comprendre. La langue, mais aussi le message qui ne serait sans doute pas directement compréhensible, même dans la langue maternelle. Du coup, il doit effectivement être assez difficile d'entrer dans le code, c'est un peu comme commencer à écouter la radio dans une langue dont on n'a aucune connaissance. Pourtant, à Berlin, qui est une ville très internationale, il y a des enfants dont les parents communiquent entre eux dans une autre langue que celle qu'ils utilisent pour communiquer avec leurs enfants. Il existe ainsi des foyers où l'enfant parle 4 langues, une avec son père, une avec sa mère, celle que ses parents utilisent pour communiquer entre eux, comme l'anglais par exemple, et l'allemand à la crèche. Et bien cette langue utilisée par les parents pour communiquer entre eux est comptée parmi les langues de l'enfant. Et ça, c'est une pierre dans le jardin de notre ami Krachen. Aujourd'hui, il n'est plus vrai que l'interaction directe soit le seul moyen pour les débutants et débutantes d'accéder à un message compréhensible, comme je le disais au début, avec les podcasts et les vidéos destinés aux débutants et débutantes. Ce qui est un peu bizarre, c'est que Krachen semble aborder cette question des contenus pédagogiques à un niveau adapté aux débutants et débutantes à la télévision. Il a observé que les émissions éducatives de l'époque, censées enseigner les langues, n'étaient pas efficaces. Et il parle en particulier d'une émission enseignant visiblement l'espagnol aux petits Américains et souligne que ni lui ni ses enfants n'en ont tiré le moindre profit. Peut-être que toi-même tu te souviens comme moi de Victor qui était censé nous enseigner l'anglais. Mais dans mon cas ça a été sans succès. Alors je n'ai pas de référence très précise mais j'ai lu assez souvent qu'en effet les émissions de télévision dans des langues étrangères ne permettaient pas aux enfants de les apprendre. Ce qui est bizarre c'est que Krachen ne semble pas voir cela comme une contradiction à sa théorie. Je ne sais pas ce qu'il en était de cette fameuse émission pour l'espagnol, mais je me souviens qu'on comprenait à peu près l'histoire de Victor. C'était juste plutôt ennuyeux. De nos jours, on explique cela par le fait que les enfants sont motivés par la communication avec les autres êtres humains. Si ils et elles sont confrontés à une langue sans que celle-ci serve à communiquer avec un être humain, les enfants seraient tout simplement moins intéressés, moins motivés. Ce qui se joue ici, c'est autre chose que le niveau de langue, c'est l'interaction, le fait que la langue soit utilisée comme un outil pour communiquer avec un être de chair et de sang. Et cela veut dire que peu importe combien de contenus seront publiés pour les débutantes et débutants, à la fin des fins, ce qui compte, et en particulier pour les enfants, c'est l'envie de communiquer avec un autre être humain. Et c'est d'ailleurs sans doute pourquoi les correspondants et correspondantes sont encouragés. En fait, ce qui change, c'est la motivation. En plus, Krachen rejette la différence enfant-adulte en disant que nous continuons à acquérir les langues en tant qu'adultes, bien qu'ils reconnaissent également une faible part à l'apprentissage. Pour ma part, je rejette tout autant que lui la différence faite au niveau de l'apprentissage, mais plutôt pour dire que nous apprenons tous et toutes. Je ne vois pas bien ce qui est censé recouvrir cette notion étrange d'acquisition, si ce n'est le phénomène de la mémoire procédurale, celle qui permet les automatismes. Et d'ailleurs, c'est une critique qui a déjà été faite à Krachen. Au cas où tu n'aurais jamais entendu parler de mémoire procédurale, c'est celle qu'on utilise pour automatiser les procédures, comme lorsqu'on conduit une voiture ou lorsqu'on joue d'un instrument de musique par exemple. Eh bien, c'est aussi celle qu'on utilise pour construire des phrases. Pour ma part, je pense qu'on peut mobiliser la mémoire procédurale sans conscientiser vraiment le phénomène, comme la grammaire, mais que cela met simplement beaucoup plus de temps. Et ça, c'est précisément tout ce que rejette Krachen en fait. Mais comme lui, j'ai des expériences personnelles pour appuyer cette affirmation. Concrètement, j'ai tenté 2 ou 3 fois l'expérience de l'étranger pour apprendre une langue. Bon, je dis pas ça pour me vanter, mais j'ai personnellement atteint un niveau B1+ en 6 semaines en espagnol en partant de 0. Je me souviens du premier cours où nous nous lancions la balle en disant « Hola, me llamo Marianne ». Bon, j'étais dans le pays, mais j'avais fait le choix de prendre des cours. Mon cousin espagnol, lui, n'aimait pas les cours de langue. Et après quelques mois passés en France, il avait quelques bases, mais il était toujours incapable de faire des phrases. Il défendait l'idée qu'on apprend dans le pays en pratiquant. Mais clairement, moi, c'était grâce aux cours suivis que j'avais appris si vite. Et cela m'avait permis d'automatiser beaucoup plus vite des processus que j'avais appris consciemment. Pour moi, la grosse différence entre les enfants et les adultes, ce n'est pas dans l'apprentissage lui-même, c'est plutôt au niveau de la motivation. En effet, pour un enfant, la motivation principale, on l'a vu, est de communiquer avec des personnes qu'il ou elle côtoie.
En fait, c'est ce qui rend le travail des professeurs des écoles si difficile. Ils et elles enseignent des savoirs abstraits qui ne sont pas immédiatement utiles et qu'il est donc peu motivant de maîtriser. Et qui d'ailleurs se révèlent parfois tout aussi inutiles plus tard, mais la question de l'utilité du savoir nous emmènerait décidément trop loin dans cette vidéo qui dure déjà pas mal. Un adulte, lui, est capable de se fixer un objectif sans avoir besoin que ce soit aussi concret, encore que. Il est capable, en principe, de s'intéresser à une langue parce qu'elle l'intéresse et parce qu'il va apprécier de pouvoir communiquer avec d'autres personnes plus tard. Bref, même si se fixer un objectif concret peut aider un adulte, la principale différence, c'est que l'utilité n'a pas besoin d'être immédiate pour être motivante. L'objectif, cela peut être, par exemple, de passer un examen. C'est moins axé sur l'interaction directe, là, maintenant, avec d'autres personnes, comme c'est le cas pour les enfants. Alors d'où vient cette idée qu'il faut aller dans le pays pour parler la langue? Est-ce qu'il faut pratiquer, et en particulier l'oral? Après tout, même moi, si j'ai suivi des cours d'espagnol, c'était sur place. Si on suit Krachen, aller dans le pays, c'est surtout un moyen d'avoir suffisamment de messages de niveaux assez variés pour être sûr d'y trouver son bonheur, ainsi que des occasions de communiquer avec des natifs, mais surtout sous l'angle de la réception. Car pour Krachen, on peut apprendre à parler une langue sans jamais la parler. Or, de nos jours, c'est plutôt l'expérience de la pratique de l'expression orale qui est mise en avant dans les bénéfices apportés par un séjour à l'étranger. La question c'est donc, est-ce que lire et écouter dans une langue peut être suffisant pour se mettre spontanément à la parler? Mes étudiants et étudiantes ne sont pas de cet avis, et moi non plus à vrai dire, car parler c'est une compétence, un savoir-faire. Or je constate tous les jours de ma vie que le savoir-faire s'acquiert pour le coup, en pratiquant. Si on considère le fait de parler comme un savoir-faire, alors il doit également s'améliorer en pratiquant. Je constate mois après mois que c'est en tournant des vidéos, en passant du temps sur les textes, sur le tournage, sur le montage, que j'apprends à mieux faire. Et je pense qu'il y a de bonnes chances pour que ce soit la même chose avec le fait de parler. Comme on l'a vu, la mémoire en jeu lors de la construction des phrases, c'est la mémoire procédurale, celle qui consiste à automatiser les processus afin de pouvoir les effectuer sans y penser. Pour se mettre en place, elle demande de la pratique, beaucoup de pratique. Et donc, aller dans le pays, ce serait surtout l'occasion de devoir parler beaucoup plus qu'en cours, suffisamment pour que ces automatismes se mettent en place. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore une chose qui m'embête, c'est devenu très clair pour moi en lisant un passage de So Good They Can't Ignore You. L'auteur, Carl Newport, expliquait qu'il jouait de la guitare plutôt bien et qu'il avait même joué dans un groupe. Mais lors de sa visite d'un guitariste professionnel de bluegrass, alors au cas où tu ne le saurais pas, le bluegrass c'est un style de musique country assez exigeant techniquement. Eh bien il a pu constater que leur manière de s'entraîner n'avait strictement rien à voir. Lui préférait rejouer les morceaux qu'il connaissait déjà, et il en voulait même à leur batteur chaque fois qu'il proposait de tenter une nouvelle chanson pendant les répétitions. Apprendre une nouvelle chanson c'était pour lui fastidieux. Le guitariste de bluegrass au contraire il recherchait la difficulté. Il avait très tôt appris à jouer à l'oreille et il recherchait précisément les endroits difficiles d'un morceau pour les répéter. Car Newport raconte que rien que voir l'expression sur son visage pendant qu'il jouait ces passages faisait mal. Or, ce sont ces différentes manières de s'entraîner qui expliquent les différences de niveau auxquelles ils sont arrivés. Un guitariste acceptable ou un joueur professionnel de bluegrass. Alors je ne dis pas qu'il faut faire de tous les apprenantes et apprenants les équivalents de joueurs de bluegrass, mais mon idée c'est qu'on va tout de même pouvoir gagner en efficacité en adoptant sa technique d'entraînement. Cela me fait aussi penser à ce qui nous différencie, mon cousin et moi. Il ne voulait pas faire les exercices difficiles qu'on fait en cours. Mais le prix qu'il paye, c'est qu'il est à peine capable d'aligner quelques mots hasardeux en français, alors que je parle couramment espagnol. La manière de pratiquer a donc son importance. Et finalement, c'est sans doute à cela que sert un ou une prof de langue, et le cours qu'il ou elle propose. Faire des exercices difficiles qui permettent de progresser vraiment, indiquer la stratégie à suivre. Bref, un ou une prof de langue, cela sert à plein de choses. C'est l'interlocuteur ou l'interlocutrice qui va vous motiver à parler dans une langue dans le but de communiquer avec lui ou avec elle. C'est la personne qui va proposer un message à un niveau adapté, mais c'est aussi la personne qui va proposer des stratégies pour s'exercer en particulier sur les points problématiques qui dépendent de chacun et chacune. Et oui, c'est là où ça fait mal, mais c'est là que c'est utile. Maintenant que tu sois prof ou apprenant de langue étrangère, ton avis m'intéresse. Qu'est-ce que tu as pensé de tes propres cours de langue? Est-ce qu'ils se sont révélés utiles? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'apportent ou qu'est-ce qu'il leur manque? Dis-moi tout en commentaire et à bientôt pour la prochaine vidéo.